Distingué par l'université de Kharkov sur les sciences du management, le docteur Karpouzy a développé des théories poussées pour le suivi et le pilotage des organisations. Expert en sociologie, fervent défenseur du modèle soviétique, il développe une forme de taylorisme communiste pour accompagner la machine industrielle militaire russe tout au long de la guerre froide. Expérimentant ces méthodes lors des grands plans staliniens, le docteur Karpouzy a su être écouté par les hauts fonctionnaires de la Douma pour accompagner les programmes comme celui du Tupolev ou de la fusée N1. Né d'un père diplomate et d'une mère issue des familles de commerçants maraîchers, Dimitri Karpouzy est fasciné très tôt par les courants de pensée tayloristes qui permettent aux États-Unis de développer intensément leur économie à partir de la fin du XIXe siècle. Il se procure par l'entremise de son père des ouvrages desquels il tirera ses inspirations. La glorification de l'ouvrier issu des thèses stakhanovistes devra s'assortir selon lui d'un contrôle de ses résultats et du suivi permanent de la tenue des objectifs. Compagnon des jeunesses populaires, aux côtés de personnages qui deviendront des figures influentes du Parti communiste et l'aideront dans la mise en œuvre de ses idées, Dimitri Karpouzy se méfie en réalité du salarié et de sa liberté d'action. Il institutionnalise le contremaître et répond aux inquiétudes du patron avide d'informations en inventant le tachymètre de la production. Il met au point en 1951 le premier indicateur de performance à vapeur qui permettra à Staline d'avoir une indication directement sur son bureau de l'avancement des plans quinquennaux. Rapidement, les demandes du Parti central se multiplièrent et il peupla la salle aux aiguilles du palais présidentiel de multiples cadrans permettant de suivre indifféremment la production de charbon, les fabrications de missiles, le cours de la vodka, la consommation de patates, etc. Une armée entière de fonctionnaires œuvrait au Kremlin pour collecter les précieuses données dans des registres et ajuster la pression de vapeur transmise aux indicateurs pour que l'aiguille puisse renseigner le dictateur. Ce système a d'ailleurs largement contribué à la réputation que donnaient les ouvriers à la pression de Karpouzy, notamment quand les résultats n'étaient pas à la hauteur des objectifs et qu'un indicateur ne bénéficiait pas à cette pression pour que l'aiguille de résultat coïncide avec celle des objectifs. Il était alors tentant pour les corporations d'ouvriers de soudoyer le fonctionnaire pour remettre un peu plus de pression et faire passer l'indicateur au vert, pratique nommée « souffler n'est pas jouer ». Si globalement, le système de Karpouzy permit à Staline un suivi de son grand programme industriel après la Seconde Guerre mondiale, il n'en démontra pas moins ses faiblesses à plusieurs reprises. D'abord, la technique employée, si elle échappa à toute tentative d'espionnage par écoute radio, s'avéra vieillir assez mal, posant des problèmes d'étanchéité et de fuite de données qu'il fallut combler par l'ajout de nombreuses rustines sur les tuyaux du Kremlin. Un indicateur hésitant pouvait déclencher la colère de Staline, envoyant au goulag les ouvriers de l'usine correspondante, alors que le problème ne pouvait venir que de quelques tuyaux mal branchés. Deux exemples très concrets révélèrent les limites de ce système. Tout d'abord, l'accident de la fusée N1, censée rejoindre la Lune avant les Américains, projet pour lequel les indicateurs étaient sous une favorable pression de Karpouzy, aurait pu être évité si les bureaucrates n'avaient pas interprété les problèmes de compresseurs rapportés par l'usine de fabrication de moteurs comme une injonction à comprimer un peu plus l'air de leurs indicateurs. Au final, la monumentale fusée fut le plus gros pétard terrestre jamais réalisé. À une seconde reprise, lors de la mise au point du Tupolev, on assista à cette même dérive qui invita les décideurs à diligenter des lancements sur la base de leurs indicateurs alors que les usines sur le terrain avaient bien saisi l'impasse technique. On mourrait à même dans les milieux techniques que certains compresseurs du Kremlin auraient dû sauter. Cela n'empêcha pas la généralisation des compresseurs de Karpouzy dans l'institution. Et bon gré, mal gré, la poursuite du suivi de la performance de la politique industrielle soviétique par ce moyen. À la fin de la guerre froide, les premières visites d'Occidentaux dans les institutions soviétiques furent l'occasion de découvrir le savant système de Karpouzy, dédié au suivi des activités industrielles de l'Empire. Plusieurs universitaires s'en inspirèrent pour l'adopter en Occident et l'enseignement de ces méthodes eut un impact important sur le pilotage des entreprises capitalistes. Avec l'avènement de l'informatique, dans ces modèles occidentaux, on abandonna vite le système pneumatique, faisant perdre tout sens à la pression de Karpouzy, mais on maintient l'idée du KPI, des initiales de son inventeur. Des cabinets de consultants américains mal informés assurèrent qu'il s'agissait de l'abréviation de Key Performance Indicator, néologisme de nature à masquer l'origine communiste de ces méthodes. Si la green technologie américaine en plein essor savait son modèle de suivi interne des objectifs d'inspiration rouge et bolchevique, on pourrait craindre quelques sérieux pépins. Sur la fin de sa vie, et notamment suite au dramatique accident de Tchernobyl qui mènera à s'interroger sur la confiance que les hommes peuvent donner aux indicateurs,
Dimitri Karpouzy, en proie au doute sur son propre travail, fit une déclaration où il rappela le bon sens de ses ancêtres en narrant cette anecdote de sa grand-mère maternelle. Celle-ci s'apprêtait à couper une pastèque et le petit Dimitri, s'étonnant de la différence de couleur entre l'intérieur et l'extérieur, celle-ci lui dit « Dimitri, les pastèques, c'est comme les tableurs Excel, ce n'est pas parce que les choses sont vertes en apparence qu'elles ne peuvent pas être rouges et pleines de pépins noirs dedans. » On oublie parfois trop vite la sagesse des anciens.